L'enquête se poursuit en Suisse et aux États-Unis, où la banque UBS a été prise en flagrant délit d'évasion fiscale. Pour sauver sa tête, UBS a été contrainte de payer près d'1 milliard de dollars d'amende. Elle a aussi livré les noms de 4750 Américains séduits par les sirènes de la banque helvète. Banquiers, avocats et hommes politiques, tous directement concernés par ce séisme, témoignent de la mort du secret bancaire suisse et de l'inquiétude qui saisit désormais leur pays. Vous écoutez La Grande Évasion Fiscale, épisode 2, la mise à mort du secret bancaire suisse. Première partie. À la frontière entre la Suisse et l'Union européenne, les contrôles sont rares. Alors qu'un simple clic sur Internet suffit aujourd'hui pour transférer des sommes d'argent considérables d'un pays à l'autre, il arrive parfois aux douaniers de saisir des valises pleines de billets. La Suisse est encore aujourd'hui le coffre-fort discret de l'Europe et du monde. Un minuscule pays, 7 millions d'habitants. Jean Ziegler, membre du Comité des droits de l'homme des Nations Unies. 42 000 km², 70% seulement est habitable. Et ce pays-là est le deuxième pays, revenu par tête d'habitant, le plus riche de la Terre, tout de suite après le Koweït. Quel est le secret ? Eh bien, la matière première de cette puissance mondiale impressionnante, c'est la capacité de rafler les capitaux en fuite, les capitaux de la fraude fiscale, les capitaux des crimes organisés du monde entier, de les laver en Suisse, de les transformer en francs suisses. Le succès mondial de la Suisse dans cette activité illégale repose sur le mythique secret bancaire. Depuis 1934, il y a une loi bancaire en Suisse dont l'article 47 est extrêmement directif. Christian Chavagneux, rédacteur en chef adjoint d'Alternatives économiques. Dès que vous êtes en Suisse et que vous donnez une information sur des clients, quels qu'ils soient, suisses ou étrangers, au gouvernement suisse ou au gouvernement étranger, vous êtes passible d'une peine de prison. Le secret bancaire en Suisse existe depuis très très longtemps, donc on connaît depuis très très longtemps, plusieurs siècles, la capacité des banquiers suisses à gérer l'argent qui veut se dissimuler. Le secret bancaire, c'est l'anonymat absolu garanti pour qui dépose de l'argent dans une banque suisse. Tout le monde en a profité. Hitler pour blanchir l'argent volé aux Juifs. Les riches épargnants européens pour se protéger des convulsions politiques dans leur pays. Les services secrets pendant la guerre froide. Les criminels, les dictateurs qui pillent leur territoire. Sans oublier les commissions des grands contrats d'armement et de pétrole et le financement occulte des partis politiques. Mais aujourd'hui, ce secret bancaire est devenu l'adversaire principal de ceux qui luttent contre l'évasion fiscale. Une évasion qu'au Parlement de Berne, on tente encore de justifier. Le secret bancaire a toujours existé. Christian Lucher, député, vice-président du Parti radical libéral. Pour, d'une part, protéger les gens de l'appétit trop glouton de leurs États et également pour protéger leur sphère privée. Si des gens estiment devoir fuir un système fiscal... Oscar Fressinger, député, vice-président de l'Union démocratique du Centre. La première chose qu'on pourrait attendre de ce système fiscal, c'est de se poser la question pourquoi autant de gens actuellement veulent fuir la France vers la Suisse ? Est-ce qu'il n'y a peut-être pas quelque chose de pernicieux dans le système français ? Donc c'est toujours plus facile de venir critiquer les Suisses, qui finalement ouvrent, ma foi, leur compte à des gens qui sont d'une certaine manière menacés par une fiscalité vorace et voire destructrice. Protéger les contribuables contre une fiscalité vorace, peut-être, mais aussi gagner beaucoup d'argent. Avocats d'affaires, conseillers fiscaux, banquiers, ils sont des milliers ceux qui font tourner cette industrie secrète de l'évasion fiscale. Maître Lombardini, avocat d'affaires qui travaille pour les banques, n'en fait pas mystère.
La question, c'est que la gestion de la fortune pour de la clientèle déclarée vous fait gagner moins d'argent que de la gestion de fortune pour de la clientèle non déclarée. Pour un motif très simple, c'est que le client non déclaré, il vous téléphone pas, il réclame peu, parce qu'il a peur, et donc vous le voyez 2 fois par an. Le client déclaré, il peut vous téléphoner 3 fois par jour. Le client non déclaré ne va pas vous contester vos honoraires ou votre rémunération. Il perd 4%, il ne va pas vous faire un procès. Le client déclaré perd 4%, même 2, il peut vous faire un procès s'il est quérulent. Je ne dis pas que c'est intelligent, mais c'est comme ça. Ce petit pays qui vit de l'argent caché des autres compte 327 établissements bancaires, y compris les filiales des banques étrangères, françaises en particulier. Le secteur compte 123 000 emplois à plein temps en Suisse et des dizaines de milliers à l'étranger. Les 2 plus gros établissements suisses sont le Crédit Suisse et UBS. UBS qui va entraîner la Suisse dans sa chute. C'est aux États-Unis, en 2007, qu'un véritable scandale va ouvrir une brèche. Une brèche qui, depuis, n'a cessé de s'élargir. Bradley Birkenfeld, c'est un banquier américain qui travaille pour la banque UBS à Genève. Son rôle est extrêmement simple, il consiste à démarcher les riches clients américains qui pourraient vouloir dissimuler de l'argent, des revenus, placer de l'argent en Suisse et dans le reste du monde. Il fait ça très bien, il passe son temps à voyager entre la Suisse et les États-Unis. C'est tout à fait illégal. On n'a pas le droit, lorsqu'on est un banquier travaillant pour une banque suisse, de venir aux États-Unis pour démarcher des clients américains. Les ruses sont connues, on organise des festivals de musique classique, des courses de bateaux, tout ce qui peut rassembler des populations assez aisées. Et là, au cours de la conversation, du dîner, du déjeuner, on vient proposer les services d'UBS pour dissimuler de l'argent. Pendant 5 ans, Bradley Birkenfeld rend de bons et loyaux services en évasion fiscale pour la banque UBS. Son client vedette est le milliardaire russe Igor Olenikov. Très vite, on arrive à la somme de 200 millions de dollars non déclarés au fisc américain. Pourquoi la plus grande banque suisse de gestion de fortune privée, avec ses 30 000 employés sur le sol américain, a-t-elle pris de tels risques aux États-Unis ? En 1999, celui qui, 2 ans plus tard, en sera le président mondial, arrive à la tête d'UBS en Suisse. Il s'appelle Marcel Ospel. Ses ambitions sont démesurées. Nicolas Forissier est un ancien employé d'UBS France. Il en avait dénoncé le système d'évasion fiscale et se souvient parfaitement de cette époque. Monsieur Ospel, du temps de sa gouvernance, voulait absolument qu'on soit les meilleurs en tout et partout. Donc c'était clair, net, précis, notamment aux États-Unis. Il l'a lui-même déclaré dans la presse, nous serons aussi forts et aussi puissants que Goldman Sachs aux États-Unis. Il sera la grenouille qui voulait se faire aussi grosse que le bœuf. En mai 2000, UBS entre triomphalement à la bourse de New York. La banque installe la plus grande salle de marché au monde, avec 1400 traders. Dans cette offensive, l'évasion fiscale tous azimuts est une pièce maîtresse. C'est à partir de 2005, sur ordre de Zurich et de la Suisse, qu'il faut ouvrir les vannes. Et ce qui a été testé de 2002 à 2005 en France va être balancé à grande échelle sur tous les pays qui peuvent permettre l'exploitation de ce système, dont les USA. À Genève, dans l'immeuble UBS, chaque pays a son desk. Un département avec des employés chargés du démarchage illégal. Bradley Birkenfeld, affecté au desk USA, est parmi les plus brillants. Mais son client vedette, Igor Olenikov, est dans le collimateur du FBI, qu'il a mis sur écoute et déclenche le 24 mai 2005 une perquisition. Après la perquisition chez Olenikov, les choses commencent à se gâter sérieusement pour Bradley Birkenfeld. Sentant que le fisc américain va lui mettre la main dessus en 2007, Birkenfeld décide de jouer le tout pour le tout et de se présenter
au fisc, au département américain, au département de la justice américain et au Sénat américain en disant « Si vous le souhaitez, je peux vous donner des informations, mais je souhaite bénéficier en retour du privilège du lanceur d'alerte. Celui qui, parce qu'il donne des informations, sera protégé et privilégié. » Un lanceur d'alerte, c'est quelqu'un qui dénonce des pratiques illicites au sein de sa propre entreprise. Mais le département de justice et le fisc américain lui ont signifié qu'il disposait de suffisamment d'informations l'impliquant dans des pratiques illicites et illégales pour pouvoir le poursuivre, et donc qu'il ne pourrait pas bénéficier de ce statut privilégié. Bradley Birkenfeld est arrêté en mai 2008. Et là commence tout le grand déballage de Birkenfeld qui explique comment il vient chercher des clients aux États-Unis, comment pour faire plaisir à un client, il va cacher 2 diamants dans son tube de dentifrice pour passer la frontière et le dissimuler. Toutes les techniques possibles et inimaginables pour que la banque suisse mette la main sur l'argent de riches Américains. En 2008, la justice américaine a de quoi le poursuivre et donc elle entame une procédure judiciaire et en même temps, elle attaque directement ce grand acteur privé de la finance internationale qui est UBS. Mais pourquoi les États-Unis se lancent-ils dans une offensive aussi violente contre la banque UBS ? Pour comprendre, il faut se souvenir qu'en 2007, l'affaire des subprimes a déjà commencé à faire des ravages. Les grandes banques ont déclenché une crise économique historique qui a durement frappé les populations. Les caisses des États sont vides. Les déficits budgétaires étatiques ont explosé. Il faut trouver de l'argent. Jusqu'au début des années 2000, on pensait qu'après tout, qui utilisait ces grandes banques suisses ? C'était quelques personnes fortunées et que c'était pas grand-chose. Or, lorsqu'on arrive en 2007-2008, les études universitaires qui sortent commencent tout à montrer en France, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne, que l'argent de la fraude et de l'évasion fiscale est énorme, énorme. En France, on pense que c'est l'équivalent de 20% des recettes publiques. C'est pratiquement l'équivalent du déficit budgétaire. Entre la crise et le fait que si on met des moyens humains et techniques, on peut récupérer beaucoup d'argent, eh bien, ça incite bien évidemment le fisc américain et les fiscs européens à aller très loin dans la bataille. Les folies d'UBS tombent à point. Il est temps de punir cette banque qui a osé venir braconner sur le territoire américain. Les conclusions de l'enquête sont accablantes. UBS est obligé de s'incliner. UBS est condamné à 780 millions de dollars d'amende. Yes. Une amende tout à fait ridicule par rapport aux sommes en jeu et qui ne pose absolument aucun problème à la banque UBS. Le principal souci du fisc américain, c'est de récupérer des noms. Et donc la demande du fisc américain, ce sera la suivante. Donnez-moi ces noms. Si vous refusez d'échanger les informations comme le demande le fisc américain, la contrepartie, elle est claire. On vous retire votre licence. Vous n'avez plus le droit d'opérer sur le marché américain. Pour ces grandes banques suisses, c'est impossible. Ce chantage est imparable. Pour une grande banque, il est impossible de perdre pied sur le principal marché mondial en dollars. Mais donner les noms des clients fraudeurs, c'est remettre en cause ce qui a fait la fortune de la Suisse, le secret bancaire. Panique en Suisse. À Berne, réunion de crise. Le Conseil fédéral, le gouvernement suisse, se réunit en urgence le 19 février 2009 à l'abri des caméras. Le lendemain, le gouvernement va annoncer une décision historique. Ce sont 285 noms de clients américains qu'UBS est autorisé à livrer aux autorités américaines. Non seulement pour la première fois, le secret bancaire est de fait violé, mais, circonstance aggravante, il l'est par le gouvernement suisse lui-même. Le secret bancaire est une des plus vieilles lois de la Confédération suisse. Pourtant, dans ce bras de fer avec les États-Unis, le Parlement suisse, qui n'a même pas été consulté, fait profil bas. Jean-Christophe Schwab, député socialiste,
justifie le silence de ses collègues. UBS risquait une mise sous tutelle judiciaire aux États-Unis, voire même de se faire dépecer sur ordre de la justice américaine. Et puis, comme UBS est un établissement à risque systémique pour notre pays, c'est-à-dire que sa masse sous gestion est supérieure au PIB du pays, une fermeture, une faillite d'UBS pour cette raison, qui était probable, aurait entraîné d'énormes catastrophes. La Confédération a dû intervenir en urgence, elle a dû même faire recours au droit d'urgence, c'est-à-dire hors de toute base légale, parce que le gouvernement considérait que l'intérêt supérieur du pays était en jeu. Et au fond, le droit d'urgence a permis de livrer des noms de clients à des autorités fiscales, ce que théoriquement le secret bancaire ne permet pas. Le chantage américain fonctionne. À droite, même consensus. Le gouvernement suisse a fait comme il a pu dans les circonstances du moment. Il a été soumis à une pression extraordinaire d'un certain nombre d'États bien plus puissants que lui. Et donc, nous avons dû effectivement nous adapter. Mais les Américains veulent beaucoup plus que ces 285 noms. Pour eux, ce n'est que le début d'une partie de bras de fer qu'ils vont mener de main de maître. Par l'intermédiaire d'une plainte déposée devant un tribunal de Floride, ils exigent qu'UBS livre l'identité de 52 000 clients américains soupçonnés de fraude fiscale. 52 000. Une véritable déclaration de guerre. C'est au plus haut niveau des États que désormais il faut se parler. Micheline Calmiret, la chef de la diplomatie suisse, rencontre à Washington la secrétaire d'État Hillary Clinton. Les négociations sont difficiles. Elles durent des mois. Et le 21 août 2009, le gouvernement suisse annonce qu'il accepte de donner aux autorités américaines 4 500 noms de clients fraudeurs. Vous venez d'écouter La Grande Évasion Fiscale. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. La Grande Évasion Fiscale est un podcast coproduit par Initial Studio et Nilaya Productions, adapté du documentaire audiovisuel éponyme, produit par Nilaya Productions, avec la participation de France Télévisions. Un film écrit et réalisé par Patrick Banquet. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Cypriane Ligère. Montage, Victor Benamou, avec la voix d'Alix Martineau.